On va passer à la prochaine intervention. On va parler d'une approche Web3. Alors, on va parler authenticité, communauté. Jusqu'ici, rien d'étonnant dans cet univers-là. Et on va parler de performance de chevaux en temps réel. Et c'est là que ça nous intéresse plus. Et c'est là que c'est innovant. C'est là que c'est inédit. C'est les NFT de PMU. Avec le Web3, le PMU passe du pari au jeu hippique. Je me tourne vers lui. C'est Constantin Garot, Chief Innovation Officer de PMU, que je vous invite à accueillir sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour parler du PMU. Le PMU, je vais vous raconter rapidement l'histoire du PMU, puis ensuite je vais surtout vous raconter l'histoire d'un projet. Un projet qu'on mène depuis quelques mois maintenant, bientôt un an, autour des technologies Web3. Le PMU, c'est une entreprise que vous connaissez tous. On a l'habitude de dire au PMU qu'un Français a un PMU à moins de 4 km de chez lui. C'est une entreprise patrimoniale qui est installée depuis bientôt 100 ans dans la vie des Français, donc qui a une histoire particulière, qui a aussi une mission particulière. Les gens ne le savent pas ou le savent peu. Le PMU a pour unique objectif de financer l'univers du cheval en France. Donc tous les profits du PMU chaque année sont reversés à l'industrie hippique et financent des dizaines de milliers d'emplois qui sont en lien direct ou indirect avec le cheval. Le PMU, c'est aussi un jeu un peu particulier qui consiste à sélectionner et à parier sur les chevaux qui vont arriver, gagner ou arriver dans les premières places d'une course. Et des courses, il y en a tous les jours, une quarantaine par jour, tous les jours de l'année. C'est une entreprise de technologie qui processe des centaines de millions de transactions pour pouvoir assurer ce dont je viens de vous parler, et ce dans des conditions de disponibilité qui sont assez inégalées. C'est un univers qui est un univers particulier dans lequel, pour gagner au PMU, il faut de l'expertise, il faut de la technique, il faut connaître les chevaux, il faut connaître leur histoire, comprendre le terrain, etc. et faire preuve de ce qu'on appelle la sagacité dans l'univers des courses. Enfin, le PMU, c'est une entreprise qui a retrouvé la croissance depuis maintenant quelques années et qui a une stratégie très claire à horizon 2025. Une première stratégie qui consiste à réinstaller les courses de chevaux dans la vie des Français. C'est un objectif ambitieux qui a plusieurs facettes. Et le deuxième, qui est de recruter 1 million de nouveaux joueurs. Alors ce million de nouveaux joueurs, ce seront essentiellement des parieurs. Mais le pari qui est également fait, c'est celui de dire, est-ce qu'il existe d'autres façons de jouer sur les courses de chevaux que le pari? Est-ce qu'il existe d'autres façons d'intéresser les gens à cet univers sans que ce soit nécessairement un jeu d'argent? Et donc, quand on observe l'apparition des technologies qui nous ont été présentées précédemment, on a réfléchi sur 3 aspects. Donc d'abord, il y a ces technologies qui permettent de garantir l'unicité d'un objet numérique et donc de favoriser, par exemple, une dimension qui est celle de la collection. Un deuxième aspect qui est de dire, en fait, ces objets numériques qui permettent de nouveaux usages. Ces nouveaux usages, ils ont une place particulière dans l'univers du jeu, et notamment dans un mode de jeu qui se développe, qui existait déjà, mais qui se développe assez fortement, qui est celui du fantasy gaming. Je possède un objet, un personnage dans un jeu, et cet objet, ce personnage va évoluer en fonction de ce qui se passe dans la vie réelle. Ce lien-là est important. Et enfin, le troisième point, qui est pour nous fondamental, c'est l'importance de communautés autour de ces nouveaux usages. C'est-à-dire que les membres des communautés, les joueurs de ces jeux dont je vous parle, en général, sont extrêmement engagés dans le succès de ces jeux. Ils agissent vraiment comme des crowdfunders ou des business angels qui auraient mis beaucoup d'argent dans le projet et qui ont un intérêt personnel très important à la réussite de ce projet-là. Et donc, en observant ces mouvements et ces signaux qui nous paraissaient intéressants, on a eu une idée, d'abord dans quelques cerveaux, et puis cette idée, on l'a confortée avec les derniers et les plus jeunes d'entre nous. Donc on a beaucoup sollicité les stagiaires, on a beaucoup sollicité les alternants, nos dernières recrues, qui nous ont confirmé que cette idée avait du sens à leurs yeux. Et cette idée, elle est devenue un projet. Et donc ce projet qui s'appelle Stables, qu'est-ce que c'est? Alors c'est plusieurs choses. C'est d'abord une marque, une nouvelle marque, avec une identité forte, avec son territoire de jeu, son territoire d'expression, son territoire de liberté. Le deuxième aspect, c'est que c'est une collection de NFT, qui sont ces chevaux que vous voyez là, donc des chevaux digitaux, qui ont des matières, des attributs, des équipements,
des choses qui les rendent identifiables entre mille, qui était pour nous un élément extrêmement important, et qui sont liées à des chevaux qui existent dans la réalité. Chaque cheval a un lien unique avec un cheval qui existe dans la réalité. Et ce cheval dans la réalité n'a qu'un seul cheval digital auquel il est lié. Pour nous, cette dimension-là d'unicité était extrêmement importante. Ensuite, c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel je possède un personnage et ce personnage va évoluer, certes en fonction de ce qui se passe dans la réalité, mais pas seulement. En fonction des décisions que je vais prendre, des expériences que je vais vivre, je vais progresser dans ce jeu. Et ce jeu, il est multifacette, c'est-à-dire que c'est un univers. Les courses de chevaux, c'est en soi un spectacle assez incroyable, mais il y a tout autour plein de choses qui sont intéressantes et assez fascinantes. La reproduction des chevaux, c'est quelque chose qui a une importance particulière dans cette industrie. Le fait de prendre soin de son cheval est un élément qui est extrêmement important et qu'on a voulu aussi restituer. La dimension collective, communautaire, le Jockey Club, auquel les Anglais sont si attachés, est aussi extrêmement important. Et donc c'est aussi ces éléments-là qu'on a voulu mettre en avant et créer dans ce jeu, créer cet univers, toujours en ayant un lien extrêmement fort avec la réalité. Je vais vous montrer rapidement un petit film de présentation et puis ensuite je vous expliquerai comment on a fait. Donc voilà, ça réveille un peu. Et donc juste pour sortir ce projet, vous vous doutez que c'est pas un long fleuve tranquille. Alors il y a plein de raisons à ça. Je vais vous expliquer et vous raconter un peu l'histoire et l'envers du décor, mais c'est pas un long fleuve tranquille pour une première raison qui est que l'univers dans lequel on évolue, donc celui du Web 3, est un univers qui est très fragile. Il est fragile parce qu'il est mouvant. Parce qu'il est sensible à plein de choses extérieures, donc l'évolution des crypto-monnaies. Un scandale financier qui en général n'a aucun lien avec le Web3, hein, c'est-à-dire que c'est juste des crapules, mais à cet endroit-là, et donc qui vient bousculer et donc créer du doute. Et c'est un univers qui est par ailleurs encore extrêmement immature, et donc qui a encore besoin de progresser, d'asseoir ses bases pour devenir effectivement pérenne et rassurant pour une entreprise comme nous. Le deuxième sujet, c'est la complexité réglementaire. C'est-à-dire que tout ce dont je viens de vous parler est un nouveau monde qui est au carrefour du jeu d'argent à certains égards, même s'il s'en est pas. Mais ça peut ressembler sur certains aspects et le régulateur ne sait pas tellement comment appréhender ce sujet-là. C'est au carrefour du jeu vidéo, et donc dans ces cas-là, ça relève de juridictions qui sont un peu plus traditionnelles du commerce en ligne, et parfois au carrefour de la régulation sur les actifs financiers. C'est-à-dire que j'ai un actif, cet actif peut être échangé contre une monnaie, et donc il peut relever de la réglementation sur les actifs financiers. L'autre sujet, c'est qu'on manque cruellement de ressources, on manque cruellement de talents. Les experts dans cet univers très récent, il y en a peu. Et assez souvent sont de jeunes experts, donc des jeunes qui pratiquent cet univers du Web3, qui travaillent sur la blockchain, qui ont développé une expertise, mais qui ont souvent des habitudes, des façons de travailler qui peuvent être déroutantes pour une organisation comme le PMU. Et donc pour y parvenir, il a fallu aussi innover dans notre façon de le faire. Et donc pour faire ça, on a d'abord excubé l'innovation. On a créé une entité juridique à part entière pour porter ce projet-là et pour protéger le PMU. Le deuxième sujet, c'est qu'on a recruté à l'intérieur des communautés Web3. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché des cabinets de conseil, etc. On a vraiment été recruter des gens qui faisaient du Web3, qui travaillaient sur des projets pour y parvenir. Et le troisième point qui est à mon avis le plus important, c'est que psychologiquement, on a raisonné comme si on était une start-up. On a, pendant quelques mois, tous les jours, été obsédés par notre survie. C'est-à-dire que il fallait qu'on réussisse, et quand ça marchait pas, il fallait qu'on trouve un moyen que ça réussisse. Et donc, on a systématiquement été dans cette logique de, voilà, on joue la vie de Stables, et donc pour ça, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté.
Je vais maintenant vous parler rapidement des résultats de ce projet. Il y a deux typologies de résultats. Il y a des résultats un peu quantitatifs qui pour nous sont importants. Le premier résultat important, c'est que ça serve l'image du PMU et que ça confirme le positionnement du PMU comme étant une entreprise innovante, pionnière et technologique. Les retombées presse, le nombre de retombées presse et des retours des différentes communautés confirment que ça a marché. Beaucoup de gens ne nous attendaient pas à cet endroit-là et donc ça a marché et ça a servi cet objectif-là. Le deuxième, c'est qu'on a constitué une communauté d'un peu plus de 35 000 membres. En quelques mois, le projet a été lancé le 9 janvier. On a un peu plus de 35 000 personnes qui nous suivent et qui s'intéressent au projet. Et cette communauté, elle est massivement internationale. Il y a plus de 60% des joueurs qui sont des gens qui n'habitent pas en France. Pour nous, c'est un peu nouveau, le B2C international, et c'est un formidable actif. Et ensuite, on a vendu nos NFT la dernière semaine du mois de mars. On a vendu l'intégralité de nos NFT. Il y en avait 6666 à vendre pour 100 €. Et donc, on les a vendus en totalité et en un peu moins de 72 heures. Ce qui est pour nous un succès, ça montre qu'on a trouvé, on va dire, notre public. Et puis surtout, ça arrive à un moment où il y a pas mal d'autres entreprises qui se sont lancées avec des succès qui étaient plus ou moins mitigés. Donc pour nous, c'était vraiment important. L'autre succès qui me paraît extrêmement important, et là un succès un peu plus qualitatif, c'est qu'on a énormément appris. On a appris donc à manipuler ce qui nous a été présenté tout à l'heure, en fait, à manipuler des blockchains, à travailler sur des smart contracts, à fabriquer des NFT, à construire une communauté sur des réseaux sociaux un peu exotiques comme Discord, qui nécessitent voilà, un petit effort d'immersion. On a appris ensuite à travailler avec les talents dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a appris à travailler avec des gamers, avec des geeks, avec des investisseurs crypto, avec des gens qui ont des habitudes de travail qui sont parfois un peu déroutantes, qui travaillent des quatre coins du monde. Voilà, la personne qui gère nos communautés habite sur un bateau au large de Madère. Bon, ben voilà, mais avec un niveau d'engagement, de motivation, d'obstination à la réussite du projet qui est pour nous assez singulier et qui est une bonne leçon. Enfin, on a appris à manipuler des cryptoactifs, donc à avoir des crypto-monnaies, à les stocker, à les sécuriser, à les comptabiliser dans nos comptes. Et je peux vous assurer que c'est un exercice qui demande un alignement au sein de l'entreprise assez unique et beaucoup d'humilité parce qu'effectivement, personne ou presque ne l'a fait avant nous. Et donc, en fait, il faut apprendre avec ceux qui nous accompagnent. Donc, il y a cette espèce de travail d'équilibre qu'il faut trouver. Enfin, on a appris, je trouve, à se tromper. C'est une très bonne école d'humilité, je vous le disais, c'est un terrain qui bouge et qui change tous les jours ou presque. Et donc la bonne décision d'aujourd'hui est probablement l'erreur de demain. Et donc en fait, dans une organisation comme la nôtre, le fait de reconnaître que on est en train d'innover, on est en train de faire quelque chose qui peut être vraiment chouette, mais que par ailleurs, souvent on se trompe, c'est une belle école de l'humilité. Et on a appris à pivoter au sein d'une entreprise comme le PMU. C'est un exercice dans lequel il peut y avoir de temps en temps un peu de complexité, qui est de dire, hier j'ai présenté quelque chose, et puis hier soir il s'est passé quelque chose sur tel projet à l'autre bout de la planète, et donc on considère que ce qu'on a présenté hier, il faut sans doute qu'on le change un petit peu. Ça demande un gros travail de pédagogie, d'explication, pour s'assurer que les gens soient embarqués dans le projet. En conclusion, je voulais vous partager rapidement les prochaines étapes. Depuis quelques semaines, on a des clients. C'est pour nous tout nouveau. Pour le projet Stables, on a quelques milliers de clients, mais c'est extrêmement important pour nous de les satisfaire. Ça nous oblige. Il faut qu'on arrive à satisfaire ces clients en leur proposant une expérience de jeu qui soit la plus satisfaisante, la plus plaisante possible. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il faut qu'on construise une économie pérenne dans ce jeu, et en lien avec la mission du PMU. C'est-à-dire qu'on a toujours cet objectif qui est de financer l'industrie, l'univers du cheval dont je vous parlais. Il faut qu'on arrive à créer ça. Il ne faut pas que ce soit un gadget. Il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que ce projet s'inscrive dans la stratégie du PMU et dans sa mission. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut qu'on continue à innover. On n'est pas arrivé, en fait. On est pour l'instant au début de l'aventure. Et il faut qu'on arrive à explorer toutes les potentialités du Web3. Elles ont été présentées tout à l'heure, mais et on croit beaucoup à quelque chose qui est l'interopérabilité, notamment avec d'autres marques. C'est-à-dire une marque qui serait émettrice ou non d'un NFT, lui proposer de faire un partenariat et de faire en sorte que quelqu'un qui serait
détenteurs d'un cheval Stables et qui auraient le NFT d'une autre marque, qui vivent une expérience de jeu complètement personnalisée, construite avec cette marque. Ou à l'inverse, qu'il accède à une expérience e-commerce de cette marque dans un univers dans lequel ils retrouveraient les codes et cet univers-là. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et en conclusion, on espère vraiment que ce projet aidera le PMU à faire ce passage dont je vous parlais, de passer du pari au jeu. En tout cas, c'est une aventure extrêmement enthousiasmante pour nos équipes. Merci beaucoup.